Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Y a-t-il une solution à la situation sécuritaire du Mali? C'est la question que nous allons adresser à 3 spécialistes ce soir dans ce débat. Il s'agit de Dr Ali Tunkara, sociologue chargé de cours à l'Université de Bamako, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako, et Siaka Tcheblin Doumbia, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale CRAPES. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Multiplication des attaques, exécutions sommaires extrajudiciaires, disparitions forcées, enlèvements et violences intercommunautaires. La situation sécuritaire du Mali devient de plus en plus préoccupante selon plusieurs observateurs. Partagez-vous cet avis, Baba Dakouna? Oui, la situation devient préoccupante. On a une confluence aujourd'hui de menaces sécuritaires que vous venez de rappeler. En faisant le parallèle avec 2013, on se rend compte que finalement, au lieu de contenir l'insécurité qui était principalement liée au terrorisme dans le nord du pays, on a une menace aujourd'hui qui est plus diffuse et qui amplifie les autres questions d'insécurité dans le pays. Je parle des conflits aujourd'hui qui sévissent et dans le nord du pays, en pensant à la région de Ménaka, mais également dans le centre du pays, dans la région de Mopti. Donc aujourd'hui, on a une imbrication de menaces sécuritaires qui rendent plus difficile la lutte contre ces menaces-là et qui ont un effet contre-productif sur toutes les initiatives qui sont prises en matière sécuritaire, en matière de développement ou même en matière de consolidation d'acquis, qu'ils soient politiques ou que ce soit dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Donc oui, je partage votre inquiétude et votre analyse de la situation qui fait qu'aujourd'hui, on est face à une situation beaucoup plus intense que on l'avait en 2013. Siaka Tcheblin Doumbia, de 2013 à aujourd'hui, la situation s'est-elle stabilisée davantage ou beaucoup plus détériorée? Je pense que la situation ne s'est pas, à mon avis, stabilisée. Nous sommes partis d'une situation que nous pouvons avoir une seule lecture qui était la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on a affaire avec une situation beaucoup plus complexe. La nature devient beaucoup plus nombreuse et aussi les différentes zones d'intervention, les différentes zones dans lesquelles s'effectuent également dans lesquelles s'effectuent ces menaces-là également sont beaucoup plus étendues par rapport à 2013. Donc aujourd'hui, nous avons affaire avec une situation beaucoup plus complexe et encore avec une situation beaucoup plus large par rapport à 2013. Docteur Ali Tunkara, y a-t-il une solution à cette situation? Bon, je crois qu'avant d'apporter des éléments de solution à une telle problématique, il serait quand même important d'évoquer quelques causes qui seraient à la base de cette recrudescence de l'insécurité, de tous ces événements tragiques dont nous assistons ça et là. Au-delà de la compassion et du passionnel, il serait extrêmement important qu'on quitte le déni de l'évident dans le contexte malien. Et si vous prenez aujourd'hui les régions dites au centre, notamment la région de Mopti, et même d'ailleurs celle du nord, notamment Ménaka aussi, et vous allez vous rendre compte quand même qu'effectivement, il y a quelques facteurs qui sont importants à mettre en évidence. Et parmi ceux-ci, moi je trouve que la pyramide sociale, elle est malade dans ces différentes localités. Ce sont des localités aujourd'hui où ce qu'on pourrait qualifier la hiérarchisation communautaire, elle est une évidence. Laquelle hiérarchisation a provoqué un sentiment de repli, un sentiment justement de suspicion, un sentiment même, si vous voulez, de l'exclusion. Je crois que si nous ne nous encourageons pas, si nous n'avons pas le courage de regarder la réalité en face, difficilement on pourra penser à des éléments de réponse. Mais concrètement, comment apporter des solutions effectivement à une telle tragédie? Je crois que les solutions sont plurielles, comme les raisons aussi de cette situation de sécurité le sont. Dans un premier temps, il serait quand même extrêmement important que les différentes communautés concernées aujourd'hui par l'insécurité sortent du cliché. Si vous prenez le cas du centre du Mali, entre Peul et Dogon, entre Peul et les Sacheurs Bambara ou d'autres ethnies, il y a quand même des clichés qui sont une évidence. Et lesquels clichés ont pour nom les Peuls
beaucoup de Peuls, pas tous quand même, il ne faut pas tomber non plus dans l'amalgame, un nombre important quand même de Peuls pensent aujourd'hui que les non-Peuls seraient contre eux. Vous voyez, donc dans un État-nation, lorsque les individus sont dans un tel sentiment justement d'exclusion, ou si les individus ont un tel sentiment justement d'être lésés par l'État central, mais dans le même temps, ce qu'il faut rappeler à ce niveau également, beaucoup d'analystes ne les mettent pas suffisamment en évidence. Pour les cas concrets du centre du Mali, à partir de 2015, qu'est-ce que nous avons assisté? Il y a eu le déplacement du centre de gravité de l'insécurité qui était sérieusement observable dans les régions dites nord du Mali. À partir de 2015, avec la Kativa d'Ahmadou Koufa, un nombre important de Peuls, incontestablement, certes ils sont majoritaires dans la région Mopti, ont quand même regagné la Kativa d'Ahmadou Koufa, laquelle Kativa a aussi poussé certains éléments des forces de sécurité et de défense, justement, à tomber dans l'amalgame. Le fait que majoritairement, ce sont les Peuls qui ont répondu à l'appel d'Ahmadou Koufa, ce sont également les Peuls qui sont majoritaires dans la région de Mopti. Cela a suscité un sentiment, justement, chez les militaires, certains éléments de l'armée également, pour dire qu'effectivement, ce sont les Peuls qui seraient à l'origine de l'insécurité. Donc, c'est d'où, effectivement, cet amalgame également. Mais dans le même temps, ce qu'il faut rappeler à ce niveau, on oublie parfois, au-delà de cette insécurité, nous devons nous questionner sur la gestion locale, ce qu'on pourrait qualifier de la gouvernance locale. D'accord, dans le même temps, il faut aussi évoquer l'accès aux ressources naturelles. Tout de suite, c'est à Katia-Blin de Doumbia, vous l'avez dit, la situation continue de se détériorer. Aujourd'hui, les Maliens se posent une question. Est-ce qu'il y a même une solution à cette situation? Ben oui, il y a une solution, à mon avis, à cette crise. Comme le professeur l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut d'abord partir sur les causes. Quand on parvient à dégager les principales causes qui sont à la base, on peut maintenant faire une projection sur les solutions. Parlons d'abord des causes. Le professeur a touché le cas d'Ahmadou Koufa. Mais lorsque nous essayons de revenir un tout petit peu en arrière, toutes ces situations sont, à mon avis, dues à l'effet conjugué de l'absence de l'État dans ces zones-là. Aujourd'hui, comme solution, si nous voulons que l'armée, c'est-à-dire les armes, soient l'unique solution à ce conflit, on passe à côté. Peut-être pour le cas de la lutte contre le terrorisme, on peut privilégier l'armée. Mais dans le centre du pays, comme il a si bien dit, nous devons partir sur l'étude même sociologique de ces différents, de la population qui compose ces zones-là. Et à travers cette étude sociologique, nous pouvons apporter des solutions. Si nous ne partons pas sur cette base, en voulant dire non, écoute, l'armée est absente par zone, on n'est pas... Nous ne pouvons pas, je l'ai dit, nous ne pouvons pas avoir une unité dans chaque village. Nous ne pouvons pas avoir un homme armé derrière chaque homme. À partir de cet instant, il faut interroger les réalités locales, trouver la solution. Dans ces réalités locales, c'est cette solution qui sera pérenne. À défaut de quoi nous ne pouvons pas avoir une solution stable et à long terme. Baba Dakono. Bon, moi, je suis d'abord convaincu qu'il n'y a pas une solution à la crise que ce pays connaît parce que les problèmes sont multiformes. On est d'ailleurs dans une crise multidimensionnelle, donc il y a plusieurs solutions. Et justement, dans l'identification des solutions, il y a à déterminer quelles sont les mesures urgentes, donc les solutions à court terme. Ensuite, il y a les solutions à moyen et long terme. On ne peut pas exclure totalement ou de façon, on ne peut pas penser à des solutions exclusivement civiles ou politiques en excluant les questions sécuritaires, tout comme on ne peut pas aller d'un point de vue exclusivement sécuritaire. C'est un problème global et les solutions, sans pour autant dire qu'on doit penser à des solutions qui s'appliqueraient de façon uniforme partout, il faut penser à des solutions qui englobent plus d'une dimension. Donc développement, sécurité, politique et tout. Là où je rejoins M. Doumbia tout à l'heure, c'est sur l'identification au niveau micro-local des problèmes. Et cette identification rappelle un peu tout ce qui est prévu dans le cadre du processus de paix, notamment le fait qu'on puisse assurer, on va parler des questions de gouvernance parce qu'on ne pourrait pas les occulter tout à fait, assurer de façon locale la gestion des affaires des communautés. Donc dans ce sens, oui, il faut des solutions localisées et des solutions qui reposent sur les attentes propre des populations. Maintenant, sur l'autre aspect évoqué par Doumbia, c'est la présence de l'État. Je pense qu'elle est beaucoup plus complexe que ce qu'elle peut paraître. Parce qu'autant dans certaines localités, c'est la présence de l'État qui est à l'origine, qui pourrait expliquer la détérioration de la situation, autant dans d'autres, c'est
la présence, c'est l'absence de l'État. Donc on a des degrés différents ou des perceptions différentes de la présence ou de l'absence de l'État. Mais somme toute, sans rentrer dans une question de sémantique, il ne s'agit pas de présence au sens de l'État est là, le préfet est présent ou les gendarmes sont là. Il s'agit de quelle utilité l'État a pour ces communautés. Et si on regarde le problème sous ce temps, ce n'est pas en 2013 ou en 2012 que l'État est absent des localités. L'État est absent depuis de nombreuses années pour diverses raisons. Donc le fait qu'il n'a pas pu prendre de façon efficiente et efficace les problèmes des communautés en outre, et d'autre part le fait que l'État a toujours produit des politiques publiques de façon uniforme, c'est-à-dire sur la base du mode de vie sédentaire. Et on voit que dans de nombreuses localités, ou notamment les localités où on a des problèmes, les communautés ont des modes de vie différents. Autant on a des sédentaires, autant on a des nomades. Alors qu'on a en face un État dont la plupart des solutions sont pensées sur la base des modes de vie sédentaire. Donc en fait, on a beaucoup de problèmes qui expliquent que même quand l'État était présent, ce n'est pas sûr qu'il répondait aux besoins spécifiques ou aux besoins élémentaires des communautés. Donc je pense qu'il faut quand même problématiser la présence ou l'absence de l'État au-delà de la rhétorique. Quand vous voyez les mesures prises, avez-vous l'impression que les autorités maliennes sont conscientes de cette situation, qu'il y a plusieurs solutions et une procédure, par exemple, à suivre? Quelles mesures, par exemple? Vous dites tout de suite qu'il y a les mesures prises quand on voit Je parle des politiques publiques depuis des années. Oui. Je parle, par exemple, de l'école. Quand on pense à la présence de l'État ou au rôle que l'État peut jouer. Je reprends la question pour que vous compreniez. Est-ce que les bonnes mesures sont prises par l'État pour pallier à cette situation? C'est ce que je disais. L'État, dans sa forme actuelle ou dans les réponses qu'il apporte aux besoins des communautés, repose sur un mode de vie sédentaire. J'expliquais qu'on a des communautés où il y a un mode de vie, il y a un double mode de vie. Autant on a des sédentaires, autant on a des nomades. Et ce qu'on voit, sans tomber dans la généralité, c'est que dans la plupart des localités où on a des problèmes aujourd'hui, on a d'une part des communautés nomades, d'une part des communautés sédentaires. Donc je disais, au-delà même du fait que l'État est présent, souvent, ils n'apportent pas les bonnes réponses. Et même quand ils décident d'apporter les réponses, elles ne sont pas souvent adaptées aux besoins des communautés parce qu'elles ont un mode de vie qui est différent du standard sur lequel reposent ces politiques publiques. Donc, il ne s'agit pas d'une politique en particulier, mais il s'agit d'un mode de gestion. D'accord. Docteur Ali Tounkara, une enquête de l'amunissement publiée aujourd'hui conclut que le 19 mai, des éléments du bataillon malien de la force conjointe du G5 Sahel ont sommairement et ou arbitrairement, je cite, exécuté 12 civils au marché de bétail de Boulkessi. Que pensez-vous de cette situation avec l'armée malienne? Bon, c'est une situation qui est à déplorer, mais je crois qu'il faut qu'on sorte carrément de la compassion à elle seule. Elle est humaine, elle est naturelle que les humains fassent l'objet. Mais je crois que ce qui est important, effectivement, pour les cas précis de Boulkessi, pour ceux qui connaissent la localité, Boulkessi étant sérieusement indexé comme étant une sorte de terreau pour les groupes extrémistes violents. Bon, naturellement, je le disais tantôt, depuis 2015, le fait que dans ces différentes localités, majoritairement, les acteurs arrêtés qui commettent des attentats ou des actes terroristes sont de Peuls. Cela a conduit un nombre important d'armées ou de militaires effectivement à tomber dans l'amalgame. Mais il est quand même extrêmement important que lorsque l'État apporte des solutions sécuritaires à des problématiques aussi complexes, il y a ce dilemme. Comment apporter des solutions durables à une situation sécuritaire, mais dans le même temps, comment aussi préserver les fondamentaux des droits humains. Je crois que ce dilemme se pose dans toutes les zones, sur toutes les situations de conflictualité. Mais pour le cas précis de Boulkessi, il serait quand même important qu'on se dise certaines vérités. Alors, vous avez dans les cas précis de Boulkessi, ou même dans d'autres localités de Mopti, où les acteurs qui commettent des forfaits, tant côté Dogon que côté Peul, comptent quand même sur leur intelligentsia dans les centres urbains. J'entends par intelligentsia les magistrats, les avocats, si vous voulez même les officiers militaires, Peul et Dogon, seraient dans la plupart des cas derrière le parent, même si ces derniers agissent dans le tort. Donc c'est pour vous dire qu'au-delà des réponses gouvernementales, si cette intelligentsia Peul et Dogon n'acceptent pas aussi de dire la vérité aux parents qui sont concernés aujourd'hui par l'insécurité et qui sont aussi majoritairement enrôlés par le groupe extrémiste violent. Les bavures sont à condamner, mais elles s'expliquent.
Elle ne se légitime pas, mais elle s'explique par le fait qu'effectivement, il y a une adhésion massive d'une communauté dans les différents mouvements extrémistes violents. Mais je crois qu'au-delà du volet sécurité, c'est extrêmement important, ça a été évoqué par Doumbia et par M. Dagouno également, comme question les terroirs. Si vous êtes dans ces différentes localités, moi je trouve que la pyramide, elle est malade. Voilà des localités où les gens croient, ont la ferme conviction que certaines communautés sont supérieures à d'autres. Comment, dans un État-nation, pouvons-nous apporter des solutions institutionnelles à des complexités aussi, si vous voulez, à des dynamiques aussi locales? Je crois que pour les cas précis du Mali, l'État peine à gommer ces particularités qui sont même antinomiques, qui sont contradictoires aux logiques institutionnelles. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on se dise que même si les gens se plaignent parfois de l'absence de l'État, ben voilà, bien dit, c'est la problématique aujourd'hui de l'utilité de l'État. Qu'on soit à Boulkessi, qu'on soit à Bandiangara, qu'on soit à Koro, s'il y a un point commun aujourd'hui entre tous les acteurs, entre toutes les victimes de l'insécurité ou de l'extrémisme violent, tous ces acteurs s'accordent à dire que la justice sociale, elle est mal distribuée. Voilà des localités où les magistrats, les juges rendent mal la justice. Voilà des localités où les policiers, les gendarmes, les militaires, justement, ne font qu'à raqueter. Au lieu qu'elles rassurent, elles constituent une source d'inquiétude, une source d'angoisse pour les populations. Donc je crois que ce n'est pas pour rien que lorsque ces forces sont attaquées, parfois les populations sont contentes parce que les jeunes, au lieu qu'elles les protègent, elles sont une source de menace pour les populations. Je crois qu'il est extrêmement important, dans tous les processus de recrutement, que la question d'éthique apparaisse. Dans tous les processus de recrutement, que la déontologie soit des mises. Mais pour le cas précis du Mali, on sait comment les gens sont recrutés dans les différents corps, on sait comment également ces agents, une fois recrutés, opèrent sur les différents champs de bataille. Donc je crois que la question d'éthique et de moralité, voire de la déontologie, ce sont des problématiques effectivement qui sont à la limite oubliées, voire ignorées par nos forces de sécurité. Et pour ce faire également, je crois que l'exemplarité des sanctions, elle doit être mise également. Mais dans le même temps, vous voyez, vous avez compris aisément que ce ne sont pas forcément les forces de sécurité qui ont tort. Il y a aussi quand même des complicités locales, lesquelles complicités sont parfois épaulées par si vous voulez, par une intelligence qui est basée dans les centres urbains. Je crois que là également, c'est la responsabilité de ces responsables, Peul et Dogon, de dire la vérité aux parents qui seraient tentés effectivement par cette offre extrémiste violente. D'accord. Est-ce que vous pensez, l'aménagement se dit préoccupé par cette situation sécuritaire? Que font ces partenaires du Mali même réellement sur le terrain, l'aménagement et les autres partenaires? Bon, pour ce qui concerne la mission des partenaires, je pense que leur mission est bien circonscrite dans un cadre bien déterminé. Il ne peut pas aller au-delà. Mais moi, il est bien bon de condamner ces bavures. Nous pouvons le faire. Mais le constat qui se dégage aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a une rupture. Une rupture entre ces différentes populations locales, une rupture entre l'armée et également ces différentes populations locales. Nous pouvons rester là à condamner, à dire qu'on est à rejeter toute forme de violence. Mais tant qu'on est ici à Bamako, tant que ces solutions ne sont pas racinées au niveau local, nous n'irons pas loin et ces violences vont continuer d'être très belles. Ce qu'il faut, à moi, mon avis, vous parlez de l'État malien. Vous avez posé la question à M. Dakono de savoir est-ce que les mesures prises aujourd'hui sont à la hauteur. À mon avis, quelles sont ces mesures qui sont prises aujourd'hui? C'est ça la question. Quelles sont les mesures prises au niveau par l'État? S'il y a des mesures prises, à mon avis, ces mesures ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu, à la hauteur de la situation. Et donc, il faut... Parce que l'État n'est pas conscient de l'enjeu ou parce que l'État n'est pas conscient de l'enjeu, mais est-ce que l'État mobilise réellement la solution adéquate pour résoudre la question? Vous voulez dire que l'État ne veut pas résoudre cette question? Pas que l'État ne veut pas résoudre, mais est-ce qu'elle le fait? Okay. Est-ce qu'elle a le courage nécessaire de le faire? Parce qu'aujourd'hui, il faut aller là où ces violences-là se passent. Il faut aller dans ces zones-là, essayer, à moi, mon avis. Le professeur a dit une chose tout à l'heure. Il faut que les deux qu'on disent la réalité à leurs frères. Tout ça, en fait, quand j'ai un frère que j'ai perdu dans cette circonstance, vous pensez que des messages comme ça, je vais comprendre? On est animé avant tout par la revanche. Et donc, pour mettre fin à tout ça, il faut à un moment donné convoquer même la communauté, qu'on se dise tout ce qui se passe, toutes les réalités, et enfin qu'on puisse faire une projection de solution. En restant ici, ça n'ira nulle part. Et aujourd'hui, pour ce qui concerne l'armée, les bavures commises par l'armée, moi je pense que rien ne peut le justifier. Ça peut s'expliquer comme l'a si bien dit, mais rien ne peut le justifier. Quand on est dans l'armée, il y a des règles qui gouvernent, il y a les règles de droit international humanitaire qu'il faut respecter, surtout lorsqu'on est en face d'un civil. Donc, à mon avis, ça ne peut pas s'expliquer. Et comme ils l'ont si bien dit, menons les enquêtes et voyons ce que ça va donner. Baba Dakono, pensez-vous que l'État malien est dépassé par cette situation? Je voudrais d'abord revenir sur
la question initiale, le communiqué de la MINUSMA. En fait, c'est très très grave parce que autant on était choqué du communiqué du ministre de la Défense, où il y a une implication supposée de forces de défense maliennes dans des cas d'exaction, autant ce communiqué de la MINUSMA est davantage inquiétant parce que ce communiqué est lié à une composante de la force conjointe du G5 Sahel. Comme vous le savez, la force conjointe du G5 Sahel aujourd'hui focalise l'attention et a suscité beaucoup d'espoir. Que l'on vienne finalement à douter même de ces actions liées à une composante de la force conjointe, c'est beaucoup plus inquiétant. Mais comme on l'a dit ici avant moi, cela s'explique parce que ça prouve deux choses. La première, c'est que tout ce qui a été entrepris jusque-là par les partenaires du Mali, par les organisations de défense des droits humains, s'est avéré contre-productif parce qu'on était dans une posture de pointer du doigt l'armée malienne et le gouvernement par rapport à ce qui se passe au centre. Et ils ont eu la réaction typique de quelqu'un qui est pointé du doigt. On se renferme, on dit non, on rejette toutes ces accusations. On aurait pu être dans une phase plus pédagogique d'explication et d'échange avec non seulement le gouvernement malien, mais également les acteurs sécuritaires impliqués dans cette région. Parce que finalement, on est allé du déploiement des forces de défense maliennes aux violations des droits humains, en occultant toute cette phase entre le déploiement et la violation des droits humains. Et cette phase qui nous aurait permis de mettre en évidence l'environnement, ou de comprendre l'environnement dans lequel cette force est déployée et quels sont ceux qui pourraient amener les forces de défense et de sécurité à ces violations de droits humains. Dr Tounkara a rappelé quelques éléments, mais au-delà de tous ces éléments, il est important de comprendre que ce sont des forces de défense et de sécurité qui sont déployées dans un environnement sécuritaire complexe où les communautés elles-mêmes sont souvent actrices de l'insécurité pour laquelle les forces de défense sont déployées pour combattre. On ne dit pas que c'est normal ce qui s'est passé, mais on va juste dire que le contexte et le traitement de l'environnement et du contexte et par le gouvernement et par les partenaires du Mali dans cette lutte ont finalement favoriser ce résultat qui est là parce qu'on ne voyait que le début de l'action et le résultat, tout en occultant tout le processus qui pouvait amener au résultat qu'on observe aujourd'hui. Donc c'est un fait sur lequel je voudrais attirer l'attention pour dire que depuis 2017, on a attiré l'attention sur le fait que les mesures aujourd'hui entamées par les partenaires du Mali et les organisations de défense des droits humains pourraient être contre-productives si elles ne prennent pas en compte toute la complexité de l'environnement dans lequel ces forces sont déployées. Maintenant, est-ce que votre question... L'État est-il dépassé par la situation? Je pense que l'État est dépassé depuis 2013. C'est ce qui explique d'abord la présence des forces armées françaises, c'est ce qui explique la présence d'autres types de forces armées. C'est que la situation au Mali avait dépassé le Mali, a nécessité l'implication d'abord de la communauté régionale qui est la CEDEAO et au-delà de toute la communauté internationale. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, on est dans une situation qui dépasse le seul Mali depuis très longtemps. D'accord, Dr Ali Tounkara. Pour stabiliser le pays, un accord a été signé, l'accord pour la paix et la réconciliation. Est-ce que ce document peut réellement amener la paix et la réconciliation nationale dans le pays? Alors, un nombre important d'analystes s'accordent à dire que cet accord, il ne découle pas du local dans sa grande partie. Naturellement, lorsque sommes-nous dans une position de faiblesse et que allons-nous vers la signature d'un accord quelconque, il va de soi que les tenants et les aboutissants nous échappent. Je crois que pour le cas précis du centre, effectivement, l'accord a été réfléchi et pensé que pour les raisons dites nord. Et d'ailleurs, toutes les accommodations aujourd'hui qui consistent effectivement à intégrer un peu la dimension centre peinent à asseoir effectivement des bases solides. Et je crois que ce qui est important au-delà de la réalisation de l'accord ou pas, qu'on accepte déjà effectivement de sortir de ces dénis de l'évident. Voilà un État où les gens, les vrais acteurs de cet État, qui sont entendus naturellement, continuent à nier l'évident. Vous allez échanger à propos de l'insécurité au centre et aux régions dites nord. On va même vous parler d'une dimension résiduelle. C'est pour vous dire à combien sommes-nous dans un déni total de la réalité. Pour les cas précis de l'accord, effectivement,
Si vous voulez parcourir ça et là, vous allez vous rendre compte que cet accord, ça a été évoqué, n'a pas suffisamment tenu compte justement de cette ingénierie locale. Comment toutes ces complexités dynamiques conflictuelles se font vivre dans les régions du Nord et celles du centre du pays. Vous allez vous rendre compte également que cet accord va même, à la limite, légitimer le communautaire. Or, lorsque sommes-nous dans un État-nation, j'ai la ferme conviction que la singularité, elle doit être effacée. Parce que l'État n'a pas à s'accommoder au Dogon, l'État n'a pas à s'accommoder au Soninké, l'État n'a pas à s'accommoder au Tamashek. Vous ne pouvez pas citer un pays à travers le monde où nous sommes parvenus justement à un développement harmonieux avec autant de singularités. Partout ailleurs où la stabilité est une réalité, vous allez vous rendre compte que c'est l'institutionnel qui prime sur toutes les particularités. Or, pour le cas précis du Mali, nous sommes en train de creuser davantage la ficelle communautaire, nous sommes en train de creuser davantage la ficelle religieuse. Donc nous ne faisons que déplacer l'insécurité. À vrai dire, les vraies solutions qui pourraient la stopper ou voir l'anéantir, cette insécurité, ne sont pas justement jusqu'ici apportées. Parce que toutes les solutions, toutes les initiatives jusqu'ici continuent à légitimer le communautaire. Moi, je suis des Mali où nous allons nous retrouver dans un État-nation avec des communautés désethnicisées. Je ne sais pas quelles solutions pourrons-nous apporter avec le référent Dogon, avec le référent Peul, avec le référent Mandingue. Je pense que c'est du vent, en fait. Nous sommes en train de vendre du n'importe quoi aux populations. Pour arriver à des solutions durables, ça va demander tout un travail philosophique. Mais moi, je trouve qu'il faut qu'on arrive justement à effacer déjà l'ethnie. Que les Maliens se disent « je suis malien », après je suis Dogon, après je suis Peul. Mais quand vous croisez un Malien aujourd'hui, c'est ce sentiment du référent communautaire qui est une prééminence d'abord. Au lieu qu'il s'identifie à l'État-nation, il s'identifie à sa communauté, il s'identifie à sa région ou il s'identifie à sa religion. Donc je pense que toutes les solutions qui continueraient à soutenir le communautaire, qui continueraient à soutenir la singularité, à mon avis, seraient des solutions tout à fait biaisées parce qu'elles ne tiennent pas à l'analyse. Ce sont des solutions qui ne peuvent qu'apaiser les tensions de façon passagère. Des solutions durables et pérennes veulent un État désethnicisé. Des solutions durables et pérennes veulent un État justement où toutes les religions évolueraient sous la coupole de l'État. Et des solutions durables et pérennes veulent un État où justement les populations vont se définir en tant qu'État-nation d'abord, après ce qui est des singularités pourraient venir après. Je crois que donc il faut qu'on aille vers cette dynamique beaucoup plus institutionnelle que communautaire. D'accord, M. Doumbia, pour parvenir à la paix, la stabilité et la réconciliation nationale dans ce pays, faut-il revenir sur cet accord? Mais je pense que l'accord a montré ses limites. Quand on signe l'accord, on a passé beaucoup de temps ici à dire que l'accord n'était pas un accord qui correspond, sinon qui répond aux aspirations de la majorité de la population du Nord d'abord. Là, on a déjà débattu. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. L'application de l'accord peine même à s'effectuer. L'accord a été établi suivant un calendrier et nous sommes aujourd'hui à combien d'années de la fin de ce calendrier-là. Donc la réalité est là, il faut s'en rendre compte. L'accord aussi, à mon avis, il est dépassé parce qu'en son temps, si on était en train de trouver une solution à la crise uniquement du Nord, aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est une crise beaucoup plus complexe qui se trouve aujourd'hui au centre. Et les centres ne seront pas être intéressés par cet accord directement. Même si je comprends que dans le cadre de la régionalisation, toutes les régions sont concernées. Mais a priori, l'accord a été rédigé et signé pour trouver une solution qui, à l'origine, était uniquement concentrée au nord du pays. Aujourd'hui, on est sorti de ce cadre-là. Je pense qu'à un moment donné, les initiateurs de cet accord, que ce soit la communauté internationale, que ce soit l'État du Mali ou que même que ce soit les groupes armés, qu'on se rende compte à l'évidence, nous ne pouvons pas appliquer cet accord. Deuxièmement, cet accord va poser les bases d'une division de l'État du Mali. Et donc, il faut vraiment mettre fin à cet accord, aller vers des solutions nationales, des solutions locales aux problèmes locaux. Comme, par exemple? Aujourd'hui, nous avons, je l'ai dit, on a des sociologues avec nous aujourd'hui ici. Nous pouvons aller sur une base d'études sociologiques, en essayant de comprendre d'abord. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Il y a bien d'autres intérêts qui sont derrière ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au centre, que ce soit au nord. Mais nous, notre rôle, c'est d'identifier les problèmes, c'est d'identifier ces communautés et de trouver la solution au sein de ces communautés. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce que nous pouvons faire? Essayer d'amener
les personnalités, les notoires de cette communauté-là à une même zone, pas même ici à Bamako, mais dans la localité, essayer d'échanger, de débattre à bâton rompu, comme on le dit, afin que chacun, au fin fond de soi-même, puisse faire évoquer ce qui ne marche pas. C'est à ce seul prix qu'on pourra avancer. Mais quels que soient les documents qu'on va passer notre temps à signer, si le document ne répond pas aux aspirations locales, eh bien, on va finir toujours par avoir des documents caducs devant nous. D'accord, nous pensez-vous également que la dimension étude n'est pas suffisamment prise en compte dans ce processus? Je pense que la question va au-delà de ça. Mais j'ai un collègue qui a l'habitude de donner de comparer de façon imagée l'accord ou le processus de paix à une voiture et ceux qui sont chargés de mettre ça en œuvre au chauffeur. Donc, je pose la question, est-ce que c'est la voiture qui n'est pas bonne ou c'est le chauffeur qui n'est pas bon? Donc, c'est une façon imagée pour dire que c'est complexe. Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, on a voulu résoudre des questions à travers l'accord pour la paix et la réconciliation nationale qui dépassent le cadre restreint des rapports entre le gouvernement et les groupes armés signataires. Autant on pourrait, à tort ou à raison, dire que la rébellion armée de 2012 était injuste, autant il est important de se poser les questions sur les inquiétudes qui étaient soulevées au-delà de la rébellion. C'est les questions de développement harmonieux des régions du Nord, qui sont des questions propres à toutes les régions du Mali. La question de, finalement, quelle est la place des localités périphériques dans le dispositif malien. Et je crois que le Dr Tounkara a largement parlé de la construction de l'État-nation. Voilà des problèmes, des diagnostics qui ont été déjà faits en rassurant Dr Doumbia, qui devrait trouver des réponses urgentes. Malheureusement, on a voulu trouver ces réponses-là à travers l'accord. L'accord qui a été le résultat de discussions principalement entre le gouvernement malien et des groupes armés, sans ajouter les autres composantes de la nation. Je prends l'exemple de la révision constitutionnelle, qui est dans l'absolu nécessaire et indispensable aujourd'hui pour l'État du Mali. L'État du Mali a besoin d'être réformé. L'élection présidentielle du 29 juillet qui arrive est un exemple pour dire que nous avons besoin d'adapter certains pas institutionnels de notre pays. La décentralisation ou la régionalisation qui sont proposées dans l'accord sont aujourd'hui indispensables. Il faut que les collectivités aujourd'hui au Mali puissent être des pôles de développement autonomes par rapport à la capitale qui est Bamako. Donc, somme toute, nous avons beaucoup de questions urgentes, des questions institutionnelles, des questions de réconciliation à travers la construction d'un État-nation, des questions de sécurité, des questions de développement auxquelles on devrait faire face, auxquelles le gouvernement devrait faire face. Finalement, on a essayé de trouver ces réponses-là dans l'accord, et l'accord ayant des personnes, des acteurs clés, et la mise en œuvre de ces questions urgentes dépendrait de la bonne foi de ces acteurs. Et faire un procès de bonne foi, c'est comme faire un procès d'intention. Donc c'est impossible aujourd'hui d'aller de l'avant, mais c'est quasiment plus difficile de pointer du doigt les personnes qui sont aujourd'hui facteurs de blocage. Donc mon sentiment ou mon opinion, c'est que finalement, que l'accord soit bon ou pas, on doit aujourd'hui, où on a dépassé ça, ce qui était prévu dans l'accord sont des questions à prendre en charge urgemment par l'État du Mali. Faut-il une nouvelle conférence d'entente nationale ou un nouveau accord? Je crois que le bilan n'est pas à la conférence ou peu importe l'appellation. Je crois que le plus urgent aujourd'hui, à mon avis, il passe par trois aspects importants. Le premier aspect, d'abord, c'est de cesser de nier l'évidence. Je crois qu'au sommet de l'État, il faut que l'élite se ressaisisse qu'elle cesse de, je dirais, il faut qu'elle accepte de sortir de ces mensonges parce que ces mensonges ne nous amènent nulle part. Deuxième aspect important, effectivement, c'est aussi, cet aspect concerne surtout ces responsables qui seraient derrière les populations aujourd'hui concernées par l'insécurité. Il faut que ces responsables-là disent la vérité à leurs parents. Je crois que c'est extrêmement important. Il n'y a pas que l'État. On sait pertinemment que dans nos centres urbains, ces populations du monde rural comptent sérieusement sur les centres urbains lorsqu'elles commettent justement des actes violents ou des actes dits terroristes. Dernier aspect qui me paraît important, c'est aussi cette justice sociale. Si vous prenez ces différentes localités aujourd'hui, franchement, la justice, elle me paraît l'élément le plus important dans l'apaisement. Les forces de sécurité et de défense doivent agir de façon désethnicisée. Elles ne sont pas là pour une ethnie
elles ne sont pas là pour une religion, elles ne sont pas là pour une localité donnée. Elles sont là pour l'État-nation. Je crois que ce travail de la justice sociale est difficilement bien accompli parce qu'effectivement, on le sent dans la distribution de la justice, on le sent dans la distribution des services sociaux de base tels que l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable. Tout cela, effectivement, constitue des lixes dans certaines localités. Vous avez des raisons. Baba Dakoun l'a bien évoqué. Vous avez raison, vous avez des localités où, effectivement, l'école doit même faire en sorte que la dimension nomade soit prise en compte, effectivement. Comment penser, il y a des ONG, notamment dans la région de Mopti, qui ont développé des mécanismes permettant aux populations nomades d'être scolarisées. Je crois que l'élite politique, elle doit accepter de sortir de ce déni de l'évident, de voir la situation en face, effectivement, et d'apporter des solutions. Lesquelles solutions doivent avoir... à l'élite politique de sortir de ce déni de l'évident, je reprends vos mots, la communauté internationale qui est là en tant qu'observateur, qu'est-ce qu'elle fait réellement? Où cette situation l'arrange-elle? Je pense que ça a été rappelé, il est important de se dire qu'on ne peut pas compter de façon aussi, si vous voulez, longue sur une communauté étrangère dans la résolution des questions internes. C'est très bien que la France nous vienne en aide, c'est très bien que l'aménagement soit avec nous, mais au bout du tunnel, qu'on se dise la vérité. Comment les forces Barkhane, celles de l'aménagement, mènent des patrouilles dites mixtes avec nos forces de sécurité et de défense. Elles viennent, elles s'arrêtent devant un camp militaire. Est-ce que vous oui, remettez en cause? Oui, carrément, parce que quand vous allez à Gao, à Tombouctou, voire à Mopti, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ils savent très bien, les militaires qui m'écoutent là. Ces forces de sécurité étrangères ont même cantonné justement nos forces régulières. Donc c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas venir en aide à une population en la mettant à la touche. Le Mali est aujourd'hui mis sous quarantaine sur son propre territoire. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on continue justement à accepter une aide étrangère, laquelle aide, elle nous met à la touche. Il serait extrêmement important, dans l'élaboration de différentes stratégies militaires faites par ces différentes forces étrangères sur le territoire, que celles-ci impliquent davantage nos forces. Mais, pour qui connaît la manière dont ces différentes opérations sont menées sur le terrain, effectivement, l'armée malienne, certes, elle est impliquée, mais de façon marginale. Certes, parce qu'elle n'est pas... Pourquoi de façon marginale? Parce qu'elle n'est pas au cœur du dispositif militaire. Cette armée malienne, elle est aujourd'hui traversée par des pratiques corruptives, justement. Parce que si vous allez sur les fronts, les éléments qui se battent, ce sont des éléments qui peinent parfois même à retrouver leurs primes. Ils le disent, hein, on n'invente rien. Si vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte, la hiérarchie militaire, dans des centres urbains, continue à bâtir des villas somptueuses. La hiérarchie militaire continue à envoyer ses enfants dans des universités luxueuses à travers le monde, étant donné que les éléments qui sont exposés à toutes sortes de dangers peinent même à avoir un salaire décent. Donc c'est pour vous dire que si nous n'acceptons pas de questionner ces questions à l'interne, voilà, et dans le même temps de prendre notre courage à main, de dire certaines vérités à nos forces étrangères, pour dire qu'on est tout à fait d'accord, c'est nous qui vous avons sollicité de nous aider, mais l'aide, elle doit être concertée. Cette aide, elle n'a pas justement à nous mettre à la touche, nous devons être au cœur du processus et non en marge. Est-ce que cette situation arrange la communauté internationale, Baba Dakoun? Depuis 2013, c'est devenu pratiquement une rhétorique. La communauté internationale, qu'elle vienne en appui ou quel que soit ce qu'elle va faire, doit rentrer dans un cadre. Un cap doit être défini par l'État du Mali à travers ses premiers responsables. Donc le gouvernement, tous ceux qui sont en charge, disons les pouvoirs publics, doivent déterminer ou devraient déterminer depuis 2013 l'orientation politique majeure du pays et amener tous les autres partenaires du Mali à s'inscrire dans ça. Que ce soit les partenaires régionaux, donc de la sous-région, que ce soit les partenaires continentaux de l'Afrique ou les partenaires internationaux, Organisation des Nations Unies ou les États de façon bilatérale. Donc tout ça, il appartenait à l'État du Mali, il appartient toujours d'ailleurs, de définir le cap, d'affirmer son leadership par rapport au processus de sortie de crise et d'amener les uns et les autres vers la direction escomptée. Donc, on pourrait faire le reproche à tous les acteurs, y compris la communauté internationale, mais ce ne serait pas productif tant que, de façon endogène, le Mali lui-même n'aurait pas déterminé la voie à suivre. D'accord, c'est Akatia Blendoumoya. Dans ces conditions, est-ce que l'élection présidentielle du 29 juillet pourra se tenir quand on voit même les préfets et les sous-préfets qui sont en grève pour réclamer une sécurité?
Oui, je pense que l'élection présidentielle du 29, on a tout intérêt à ce que cette élection se tienne. Pourquoi? Parce que tenir cette élection, tenir une mauvaise élection, il est vrai que les conditions ne sont pas... Quand on recule un peu en 2013, ici on avait dit, les différentes élections qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui, on avait dit que cette élection ne pouvait pas se tenir, hélas. Aujourd'hui, il est vrai également que la situation est beaucoup plus compliquée. Mais ne pas tenir les élections à cette date, ça va mettre le pays dans une situation où on ne connaît pas. Donc il faut vraiment tenir une mauvaise élection, il vaut mieux que de créer une période transitoire où on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer et également quelle pourra être l'issue. Donc à mon avis, on a tout intérêt à ce que cette élection se tienne. Mais juste un mot sur la question géostratégique du conflit. Pour ce qui concerne le rôle de la communauté internationale, moi je suis entièrement d'accord avec Dakono quand il dit que le Mali doit prendre le leadership. Mais là, il faut le moyen et il faut également le courage. Le moyen pour mettre en œuvre sa politique, pour pouvoir assurer ce leadership, et également le courage politique pour tenir tête. Parce qu'il ne faut pas se cacher. Ce qui se cache dans cette zone-là, c'est juste une histoire d'intérêt. Est-ce que ça arrange la communauté internationale cette situation? Eh bien, moi, à mon avis, tant que nous n'avons pas atteint une certaine maturité géopolitique, entre guillemets, nous allons rester dans cette situation. On fera tout pour pouvoir l'entretenir jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut dans ces zones-là. C'est à nous de nous réapproprier du problème. C'est à nous maintenant de trouver la solution. Et cela demande de leadership, mais pas à n'importe quel prix. Faut-il tenir ces élections, même si c'est une mauvaise élection, comme le pense M. Julia? Je ne suis pas sûr de partager à tout point de vue l'opinion de Doumbia sur la question. Moi, je fais le parallèle il a rappelé d'ailleurs à juste titre, et son rappel est important. En 2013, on a organisé des élections avec le nord du pays qui était pratiquement occupé. Un accord préliminaire a permis d'aller dans ces conditions-là à ces élections. En 2018, nous sommes en train d'envisager une élection présidentielle en juillet avec, en toile de fond, en plus du nord, le centre qui aujourd'hui échappe pratiquement au contrôle de l'État. Pour moi, organiser une élection ou pas n'est pas la question, mais de faire en sorte, après juillet ou après la date où on organisera les élections, qu'on n'envisage pas les prochaines élections présidentielles au Mali dans un contexte où une autre partie du territoire, en plus du nord ou du centre, est aujourd'hui échapperait au contrôle de l'État. Dans ces conditions, est-ce que la tenue de l'élection présidentielle le 29 juillet pourra résoudre cette situation, M. Tounkara? Non, naturellement, l'élection présidentielle n'a pas grand-chose à apporter en termes de solutions quant aux souffrances auxquelles les populations qui avaient l'insécurité font l'objet. Mais je crois que fondamentalement, quand vous allez dans ces différentes localités aujourd'hui, parler de l'élection présidentielle est même perçu comme une sorte d'insulte. Vous allez à Mopti aujourd'hui, vous voulez parler d'élection, franchement, et je pense qu'effectivement, parce que nous qui vivons dans des localités pas autant touchées par l'insécurité, on se moque de ces populations en réalité. Comment vous pouvez demander à une population qui ne cherche qu'à manger, à une population qui peine à cultiver, on est quand même en période d'hivernage, comment peut-on demander à une population d'aller voter où effectivement l'insécurité et l'angoisse sont son quotidien? Je crois que le plus important dans le contexte malien, que les gens comprennent une chose, que l'élection présidentielle du mois de juillet 2018 se tienne ou pas, à vrai dire, elle n'apporte rien comme nouveau à cette situation d'insécurité. Pourquoi elle n'apporte rien comme nouveau? Parce qu'effectivement, les acteurs aujourd'hui qui sont aux commandes, ces acteurs-là, ce sont eux les vrais soucis. En fait. Il ne s'agit pas de changer seulement des hommes et les remplacer par d'autres hommes, lesquels les deux hommes, étant donné qu'ils font partie du même système. Le cas précis du Mali n'est pas un problème d'hommes, mais c'est un problème de système. On a un système aujourd'hui qui se moque à la limite du monde rural. On a un système aujourd'hui qui continue à nier l'évident. D'accord, on arrive au terme de cette émission. Voilà. 30 secondes pour chaque invité. Que faut-il faire? Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire en deux phrases, monsieur. Oui, en deux phrases. Hein. Voilà. Oui, s'agissant de l'insécurité pour les raisons dites au centre, celle du Nord également, je crois que le préalable, c'est d'abord la justice. Qu'on se dise que les forces de sécurité et de défense sont là pour l'État du Mali. Qu'on se dise qu'effectivement, les dynamiques locales qui envenimeraient cette insécurité, il faut les traquer et les punir. Deux phrases. Dakono, que faut-il faire? Je pense que ce qui est urgent, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce qui est urgent, il faudrait créer les conditions d'un dialogue national aujourd'hui au Mali,
dialogue au cours duquel toutes les composantes de la nation participeraient pour finalement faire le diagnostic profond et explorer les solutions. Monsieur Doumbia, aujourd'hui, mettre ces différentes communautés ensemble, c'est fondamental. Les mettre ensemble, également ceux qui sont ici, les représentants qui sont ici à Bamako, les ramener tous dans cette localité-là, essayer de débattre à bâton rompu ce qui a des débats comme solution. Sécurité au Mali, y a-t-il une solution? C'était le thème de ce grand dialogue. Nos invités, Dr Ali Tunkara, sociologue chargé de cours à l'Université de Bamako, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako, Siaka Tcheblin Doumbia, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale CRAPES. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Gagné Kanté à la régie vidéo Nouhoum Djire. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.